Bienvenue à la librairie Lamartine. Aujourd'hui, nous allons vous parler, nous allons échanger avec vous nos gros coups de cœur de cette rentrée littéraire 2020. Alors la rentrée littéraire, c'est peut-être la période que les libraires préfèrent, en tout cas moi c'est celle que je préfère. C'est là où sortent une tonne de livres et dans cette tonne de livres, vous avez toujours une tonne de coups de cœur. Et la rentrée 2020 est une excellente rentrée littéraire, diverse, portée par des grands noms, mais aussi par plein de découvertes françaises, étrangères, drôles, tristes, polars. Tout est là pour que vous puissiez trouver le meilleur de la littérature. Moi, je vais vous parler de 6 bouquins précisément, notamment d'abord Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister, alors qui vient d'obtenir il y a quelques jours le prix Fnac du meilleur roman. Alors, Tiffany McDaniel, avec ce roman, elle rend hommage à sa mère, elle rend hommage à ses racines qui sont à la fois européennes et cherokees. Et là où ce bouquin est absolument magique, magnifique, c'est la langue et l'écriture. Donc un grand up, hurrah pour le traducteur François Happ. C'est un bouquin absolument bouleversant. C'est la vie d'une femme, d'une petite fille, Betty, qu'on va connaître enfant et qu'on va suivre tout le long de sa vie. Comme je le disais précédemment, c'est l'écriture qui fait tout passer. Il y a une poésie permanente. C'est un bouquin absolument magique qui va vous hanter et vous hantera pendant très longtemps. Et moi, pour vous donner un exemple, c'est un bouquin, je me suis dit, j'ai 4 sœurs. Je vais l'offrir à mes 4 sœurs. Chacune va trouver un endroit, un moment qui va lui plaire. Voilà, donc Betty de Tiffany McDaniel chez Gallmeister, le plus beau roman de cette rentrée littéraire. Ensuite, on va enchaîner très rapidement sur un autre roman de cette rentrée littéraire. Alors, ces romans, c'est Dominique Maison avec Avant les diamants, aux éditions de La Martinière. Alors Dominique Maison, à la base, il a écrit déjà quelques romans qui étaient des romans qu'on va qualifier de romans policiers. Là, avec ce livre, ce roman, il fait la totale. C'est un roman, mais c'est aussi un roman noir. C'est d'une fluidité déconcertante. Ça se lit à toute allure. On est 4 libraires à l'avoir lu dans cette librairie. Les 4 l'ont adoré. C'est Hollywood 1953, au moment où une partie des studios sont tenus par la mafia, au moment où McCarthy et les ligues de vertu tentent de restreindre les différents, les baisers ou cachets sauce sein que je ne saurais voir. On va suivre 2 enquêteurs qui travaillent en fait pour l'armée, qui vont être engagés pour recruter un producteur plus ou moins véreux pour essayer de faire des films à grand spectacle, entre autres, des super films à Hollywood, mais dans lequel l'armée va y distiller un petit peu de sa propagande. Là aussi, c'est un bouquin qui se lit à toute allure. On y croise aussi bien des figures connues, on va y croiser Sinatra et Rolf Flynn, que d'illustres inconnus. La chose passionnante de ce bouquin, c'est qu'on passe d'un personnage à un autre, c'est tout le temps fluide, c'est vraiment un coup de maître. Voilà, à la fois un roman noir qui se lit comme un polar, mais un grand roman sur Hollywood et sur l'Amérique et ses turpitudes, on va dire. Alors pour cette rentrée riche, je vais vous parler de 4 livres qui m'ont particulièrement marqué, plu dans des genres un petit peu différents. Je vais commencer par le livre d'Alice Zenniter aux éditions Flammarion qui s'appelle Comme un empire dans un empire. Alice Zenniter, on commence à la connaître maintenant. Son dernier roman qui s'appelait L'Art de perdre, une espèce de grande fresque saga historique dans l'Algérie du 19e et du 20e siècle. Là, elle revient avec quelque chose d'assez différent, un roman plus social, très contemporain, extrêmement contemporain, puisqu'il se situe dans les années 2018-2019, avec en fond de toile, on va dire, notre époque, les Gilets jaunes. Et c'est un livre assez politique, puisqu'on va suivre le parcours de 2 personnages.
un jeune attaché parlementaire, plein d'illusions, assez engagé dans ses idées, mais qui se retrouve à devoir gérer un peu plus, on va dire, la vie de l'Assemblée nationale, qui ne correspond pas tout à fait à ses aspirations, et une jeune femme dont on sait un peu moins de choses sur sa vie privée, hacker, et qui, elle, a choisi d'être dans l'action totale, puisqu'elle hack avec un compagnon tout un tas de systèmes informatiques à but politique. Et l'histoire que tresse fort habilement Alice Zeniter va rapprocher petit à petit ces deux personnages, et on suit à travers leur parcours personnel, de leur rapprochement et leur parcours politique, une espèce de désenchantement, interrogation de notre époque sur quel sens donner à l'engagement, que faire, les limites des différentes formes d'implication dans la vie politique, et donne vraiment un tableau de notre époque avec ce fil conducteur amical et sentimental. Après, dans un genre très différent, là du coup, après on reviendra aux questions un peu politiques. Là, c'est une grande aventure, ça s'appelle Le Dit du Mistral, aux éditions du Tripode, et l'auteur s'appelle Olivier Mac-Bouchard. C'est un premier roman, et là je vous propose de retrouver un petit peu, d'une certaine façon, votre âme d'enfant. À l'époque, on aimait bien qu'on nous raconte des histoires. Le Dit du Mistral, ça se passe comme son nom l'indique un petit peu en Provence. On est au pied du mont Ventoux, entre le Ventoux et le Luberon, et l'auteur raconte une histoire d'une relique archéologique qu'on trouve un petit peu par hasard dans un champ. Il se trouve que c'est une fontaine, et cette fontaine a des vertus un petit peu particulières, et en partant avec les deux inventeurs de cette fontaine, en partant sur les traces de ce vestige gallo-romain probablement, c'est toute l'histoire, les contes, les légendes de la Provence, du Mistral, du Ventoux, je le redis, qui se déroule sous nos yeux. Alors on va retrouver la chèvre d'or, on va retrouver la chèvre de Monsieur Seguin, on va retrouver Hannibal, on va retrouver tout un tas de légendes du coin, toutes imbriquées les unes dans les autres autour de l'histoire de cette fontaine. C'est très beau, c'est poétique, ça donne envie d'aller en Provence, ça donne envie de relire La chèvre de Monsieur Seguin, ça donne envie de rêver avec Hannibal et ses éléphants qui essaient de traverser les Alpes malgré un Mistral, un vent à décorner les bœufs ou les éléphants. Et c'est un livre pour rêver, très poétique. Autre coup de cœur de cette rentrée littéraire avec cette immense surprise, Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit à la manufacture des livres. Alors, ce genre de roman, c'est ce qui fait aussi le sel des grandes rentrées littéraires, c'est-à-dire un livre qui sort de nulle part, d'un auteur totalement inconnu, et qui du jour au lendemain devient un livre indispensable à beaucoup, dont votre serviteur. Le récit est tout simple, c'est un homme qui a perdu sa femme quelque temps auparavant et qui est confronté à l'éducation de ses deux fils, qui deviennent eux-mêmes des hommes. Et un jour, il découvre que son fils aîné, bon gars, tout ce qu'il faut, oui, mais ce fils aîné tourne mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il va faire face à ça ? Sur ce tout petit fil d'histoire, Laurent Petit-Mangin nous offre un des plus beaux romans de cette année, un livre que vous avez envie de lire, de relire, d'offrir et d'encore offrir. C'est un indispensable de cette rentrée littéraire 2020. Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit à la manufacture des livres. Voici mon essai coup de cœur de cette rentrée littéraire 2020, Le Pacte des Diables du Britannique Roger Maurras. Aussi appelé le pacte Molotov-Ribbentrop, ce traité signé entre Hitler et Staline provoqua un véritable cataclysme dans l'Europe de la fin des années 30 et peut être considéré comme un élément indissociable au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Ce livre bat en brèche les idées préconçues que nous en avions, tout en montrant les diverses répercussions qu'il a pu avoir durant le conflit et même au-delà. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je mets en avant cet ouvrage comme étant l'essai phare de cette année 2020 au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais aujourd'hui vous parler de Camille Laurence, Fille aux éditions Gallimard. Très très gros coup de cœur de cette rentrée littéraire. Alors on a une super rentrée littéraire, ça c'est Noël pour les libraires. Des dizaines et des dizaines de romans, on a énormément de coups de cœur. Mais celui-ci fait partie vraiment du haut du panier. Alors on va partir en 1959 et on va assister, c'est la première scène du livre, à la naissance de Laurence Barraquet. Laurence Barraquet, elle naît second enfant d'un père médecin, d'une mère au foyer. Alors c'est un petit peu la déception, hein. On ne peut pas se le cacher, on est dans les années 50 et le fait que le deuxième enfant de la famille soit aussi une fille, bon, le père, ça le rend un petit peu, il dit trop rien, mais quand même, il aurait vraiment préféré avoir un garçon. Et c'est comme ça que démarre ce livre. Et on va suivre la petite Laurence Barraquet pendant des dizaines d'années. Alors c'est drôle,
c'est poignant. C'est le récit de toute cette société qui va bouger, comment on passe du patriarcat des années 50 à aujourd'hui. Camille Laurence réussit à mettre dans son récit tous les passages obligés, on pense jusqu'à par exemple MeToo, ce n'est jamais pédagogique, ce n'est jamais didactique, c'est avant tout un très grand livre d'émotions, j'ai ri, j'ai pleuré et je le conseille tout le temps, c'est un de nos gros coups de cœur, Fille de Camille Laurence. Alors, poétique aussi, c'est Pierre Ducrozet, Le Grand Vertige aux éditions Actes Sud, qui est un livre lui aussi très contemporain, comme le livre d'Alice Zeniter, et qui s'intéresse là cette fois un peu plus à l'angle écologique et aux questions qui se posent actuellement. Mais encore une fois, c'est pareil, la politique à notre époque. C'est l'histoire, ça se passe quelques années après notre époque, on va dire. Un grand savant est mandaté par une commission internationale pour gérer, regrouper un certain nombre de recherches d'ampleur sur la crise climatique, la crise écologique, et dire qu'est-ce qu'on peut trouver en s'y mettant tous ensemble, tout domaine confondu, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Ça, c'est la base narrative, et c'est une espèce de roman kaléidoscopique, puisqu'on va suivre tout un tas de personnages très différents, qui chacun à leur façon ont peut-être une solution, quelque chose à apporter. C'est surtout leurs travaux qu'on va suivre, et au-delà de ça, quelques personnages auxquels on va s'attacher. Et là, c'est la langue de Pierre Ducrozet qui est formidable, qui a une façon assez incroyable de rendre compte de la fluidité, du côté liquide un petit peu, pour dire ça comme ça, de notre époque, de la façon dont les gens actuellement cherchent à inventer de nouvelles recherches, de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'exister, de nouvelles façons d'être au monde à travers tous ces personnages. C'est très très beau, très poétique là aussi. On s'attache à ces personnages qui vivent des histoires incroyables, à la fois belles et cruelles. Et ça dit vraiment quelque chose de notre époque avec ce biais romanesque qui fait qu'on comprend et qu'on ressent des choses de façon assez originale. C'est une vraie façon très moderne d'évoquer notre époque. C'est réellement une trouvaille littéraire, on va dire. On enchaîne tout de suite sur là un vrai polar. Alors il n'y en a pas beaucoup dans les rentrées littéraires. Là, Gallimard et la série Noire a eu la bonne idée de sortir fin août cet ouvrage de Deon Meyer, qui est un auteur connu et reconnu, auteur d'Afrique du Sud. Là, pareil, c'est un roman policier, mais ça tient aussi de l'espionnage. C'est un bouquin assez génial. On va suivre donc Benny Rissel, le personnage central des enquêtes de Deon Meyer depuis quelques romans, et son comparse Vaughn Cupido, qui travaille pour la brigade des Hawks au Cap. Et en parallèle, c'est un roman qui fait beaucoup de clins d'œil à notre beau pays, puisque Deon Meyer venait fréquemment en France et aime beaucoup la France. Et on va suivre aussi un autre personnage. Donc il y a d'un côté nos deux enquêteurs qui vont travailler au Cap sur un meurtre, et ils vont se voir rapidement qu'il y a des ramifications politiques. Et la belle idée de Deon Meyer sur ce roman, c'est qu'on va y croiser un autre personnage qu'on avait croisé il y a quelque temps dans d'autres romans, ancien de l'ANC, qui vit à Bordeaux et qui va être contacté par ses anciens comparses pour, qui sait, pourquoi pas, assassiner le président d'Afrique du Sud. Alors pourquoi cet assassinat ? Deon Meyer, succinctement, quand il a écrit ce roman, il était en colère sur ce qui est advenu de la belle idée de la nation arc-en-ciel. Et on sent cette colère dans ce roman. C'est un super thriller. Voilà ce que je voulais dire. Roman noir, thriller, roman policier. C'est aussi un roman un petit peu politique, et c'est surtout un grand bouquin d'espionnage très actuel. Voilà. Deon Meyer, série Noire, chez Gallimard, La Proie. Très, 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 très efficace roman policier. On va enchaîner sur un tout autre genre. Alors ça, c'est mon coup de cœur. C'est un roman de Caroline Daines qui s'appelle 30 Cadis. Alors 30 Cadis, je ne vous dirai pas ce que ça signifie. Il faut lire le bouquin pour le savoir. C'est lié à l'œuvre de Niki de Saint-Phalle. Alors là aussi, c'est pas un roman, c'est un roman. C'est pas une biographie, c'est une biographie. La prouesse de cet auteur, c'est de s'être totalement approprié à la fois la vie personnelle de Niki de Saint-Phalle, mais aussi son œuvre. Et ce que je trouve absolument magnifique, là aussi, et mirifique, je me répète encore dans mes termes, c'est que c'est très 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 bien écrit, j'insiste, c'est un vrai roman, mais
l'auteur a réussi à, comme je disais, à totalement s'approprier, je dirais, l'âme de Niki de Saint-Phal. Donc, elle n'évite pas les moments difficiles de la vie de Niki de Saint-Phal, les tourments, mais aussi la création. Et je trouve, ce qui est très très beau dans ce roman, c'est que finalement, c'est une réflexion sur la place et la volonté d'émancipation des femmes tout au long du XXe siècle. Donc, grand roman, grand portrait aussi de Niki de Saint-Phal, qui est connu, mais pas tous ses aspects. Voilà, donc moi je vous conseille fortement, c'est aux éditions Quidam, Truncadis de Caroline Dientz. Voilà, on est emporté. Et une petite virgule d'ailleurs, avant d'en finir, il y a aussi cet ouvrage qui est lié aussi à l'art, qui vient de sortir, qui est aux éditions Stock, de Pauline Baird de Pérignon, qui s'appelle La collection disparue. Alors là aussi, on est à cheval entre plusieurs genres, c'est presque une enquête personnelle. En fait, l'auteur apprend presque par hasard que son grand-père a eu une sublime collection d'œuvres d'art, avec du Monet, du Renoir, etc., des grands noms. Elle l'apprend au détour d'une conversation avec un ami qui lui dit « Oui, tu sais, lors de la vente de ton grand-père en 1932, il y avait eu un souci. » Elle commence à s'intéresser, surtout à interroger sa famille, parce qu'elle n'est pas vraiment au courant de tout ce qu'il y a eu. Et puis, évidemment, en creusant, elle va surtout découvrir qu'en 1942, les œuvres de son grand-père ont été spoliées par les nazis et aussi par l'administration française. Et donc, elle va se mettre à enquêter. Là où j'aime beaucoup ce bouquin, qui est très clair, très limpide, très agréable à lire, c'est que dès le début, elle dit « Je ne suis pas une historienne de l'art, je ne suis pas une spécialiste ». Et c'est ce qu'on ressent. On sent vraiment la personne qui s'implique, qui enquête, et évidemment, qui dit enquête, dit quête de soi-même et de son histoire familiale. Donc un très joli livre, roman, enquête et quête. Et c'est chez Stock, et c'est Pauline Baird de Pérignon. Et pour finir, on reste dans l'art avec un roman de William Melvin Cayley aux éditions Delcourt. Alors les éditions Delcourt, à la base, c'est un éditeur de BD, mais qui depuis quelques années publie de la littérature et a eu surtout la trouvaille de découvrir cet auteur. Alors on l'avait découvert il y a déjà 2 ans avec Un autre tambour, qui avait eu un beau succès, qui était un livre sur la ségrégation. Là encore, il est question de la ségrégation et du fait d'être afro-américain dans les années 30 aux États-Unis, mais c'est aussi un roman très classe, très jazz, comme son titre l'indique, jazz à l'âme. Ce qu'on va savoir, c'est que ce petit garçon, il est abandonné à 5 ans par ses parents. Il va devenir un jazzman très doué, tellement doué qu'il est en avance sur les autres. Et on va suivre comme ça une grande partie de sa vie où il tente à la fois de créer et de concilier sa vie personnelle et artistique. C'est un roman très touchant, très fort, très juste, un peu à l'image, alors c'est pas une improvisation de jazz, mais un peu à l'image du jazz des années 50, 60 et qui petit à petit allait devenir de plus en plus politique. Un très beau, donc deuxième découverte après Un autre tambour. Je vous recommande très fortement aussi Jazz à l'âme de William Melvin Cayley aux éditions Delcourt. Autre très grand coup de cœur de cette rentrée littéraire avec Colson Whitehead, Nickel Boys aux éditions Albin Michel. Alors Colson Whitehead est déjà un monument de la littérature américaine. Son précédent livre, il y a 3 ans, le formidable Underground Railroad, avait cumulé le National Book Award et le Pulitzer, ce qui faisait de lui un auteur rare. Son nouveau livre vient d'être sacré prix Pulitzer à son tour. Autant vous dire que c'est quasiment inédit dans toute l'histoire de la littérature américaine. Et le livre est formidable, il a tout pour devenir un classique. On va partir dans les années 60, on va partir dans le sud des États-Unis et on va suivre Elwood, un jeune garçon noir élevé par sa grand-mère. Elwood, fasciné un petit peu quand même par les écrits de Martin Luther King, ne rêve que d'une chose, c'est partir à l'université. Mais le jour où Elwood va partir à l'université, il va se faire arrêter et emmener à la Nickel Academy, qui est une maison de correction pour blancs et noirs. Ce livre est d'une rare force, porté par une colère sourde.
il va devenir, j'en mets ma main au feu, un classique de la littérature. Chaque phrase est pesée, chaque émotion vous transperce. C'est un livre qui va à la fois vous emplir d'une grande émotion, d'une grande colère et d'une grande beauté. C'est un autre des indispensables de cette rentrée littéraire 2020. Pour mon second coup de cœur, j'aimerais vous présenter cette biographie, Churchill, d'Andrew Roberts. Une biographie absolument colossale, tant physiquement qu'en termes de qualité. L'auteur utilise de nouvelles sources, dont les journaux de George VI, les journaux intimes de George VI, qui ont pu être déclassifiés. Et dans un style particulièrement enlevé, nous permet d'apprendre, de réapprendre, de redécouvrir un personnage absolument mythique, un grand patriote, et qui a absolument tout donné pour son pays. N'étant pas particulièrement un grand fervent du personnage, cette lecture m'a permis de découvrir un Churchill absolument époustouflant, ironique, taciturne, mais absolument pas le personnage qu'on a pu décrire dans certaines autres biographies, comme par exemple son côté alcoolisme ou son côté très très noir, bulldog noir effectivement. Là, c'est pas du tout le cas. Ce n'est absolument pas une biographie hagiographique. C'est en tout cas une très très bonne critique et honnêtement, au fil des pages, durant ces 1200 pages, c'est un personnage qui monte en puissance, toujours dans un style très enlevé, avec des contemporains qui entrent avec de nombreux discours, de nombreuses citations. Et voilà, c'est très très fluide, il n'y a aucun problème, il se lit vraiment très très bien et c'est un énorme coup de cœur. C'est absolument un livre à offrir pour tous les passionnés d'histoire et surtout de l'histoire britannique. Autre grand coup de cœur de cette rentrée littéraire 2020, La Chambre des dupes de Camille Pascal aux éditions Plomb. Alors Camille Pascal, on le connaît, il avait eu le prix de l'Académie française il y a 2 ans pour La Chambre des 4 rois. Grand succès public, grand succès critique. Et il relève le gant. De quelle manière? Avec La Chambre des dupes qui va nous plonger dans la cour de Louis XV. Alors, on va suivre le destin d'une femme. Cette femme, c'est celle qui va devenir la duchesse de Châteauroux et qui va être confrontée à 1001 complots, qui va en générer pas mal aussi. Et c'est au travers de ce destin flamboyant que Camille Pascal nous offre un des grands romans de cette année. Un roman historique, puissant, fort, rageur, qui n'est pas sans évoquer les liaisons dangereuses de Laclos, par exemple, mais on pense aussi aux ambiances des films ridicules. On pense aussi forcément à La Reine Margot. Vous voyez, on est très très loin du roman historique policé. C'est un indispensable de cette année, à lire de toute urgence. Et pour finir, un auteur qu'on connaît maintenant bien, Daniel Mendelssohn, aux éditions Flammarion, et un livre qui s'appelle 3 anneaux, un conte d'exil. Donc Daniel Mendelssohn, il avait fait Les Disparus, on s'en rappelle, qui était un retour sur l'histoire de sa famille juive exterminée en Pologne. Il a fait également une Odyssée, où il revenait sur l'Odyssée avec son père, lui il est professeur de lettres américain. Et là il raconte un petit peu son parcours. Après tous ces succès-là, il a été en difficulté, on va dire, lui-même parle de dépression, on peut penser à Carrère avec ça, hein. Il a été en difficulté dans son processus d'écriture en disant j'ai emmagasiné tellement d'histoires dures que je ne sais plus par quel bout m'y remettre. Et il explique comment, à travers le travail sur la langue, à travers le travail sur l'écriture, il a réussi à retrouver un goût à la vie, donc c'est une ode à la littérature. Et les 3 anneaux, c'est une réflexion sur souvent les digressions dans la littérature et comment 2 traditions littéraires différentes, la tradition qu'il attache à Rome, qui serait la tradition gréco-romaine, on va dire, et la tradition qui rattache à Jérusalem, qui est l'autre pôle qui l'intéresse, donc qui serait la tradition juive, comment ces 2 pôles ont traité la digression et l'écart dans la littérature. Dit comme ça a l'air assez obscur, mais en fait, il en fait quelque chose de particulièrement vivant, qui explore vraiment ce qu'on aime dans la littérature et comment les auteurs, les uns et les autres, ont traité différemment cette question. On va retrouver Proust, on va retrouver Sebald, on retrouve tout un tas de grands auteurs. Lui-même, il se met en scène un tout petit peu, Homère, comment, à travers la digression, l'écart, la littérature permet de dépasser son sujet et couvre un champ beaucoup plus large. Et ce livre en est une démonstration magnifique. Autre coup au cœur avec Julia Kerninon, Liv Maria aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, nous allons partir sur une île, au large de la Bretagne, et découvrir cette petite fille qui est née d'un couple assez improbable. Sa mère tient le seul bar de l'île, et son père, un bon gros géant marin, un jour s'est arrêté sur cette île et n'en est jamais reparti. Et ce géant a une passion, c'est la lecture. Et c'est dans ce contexte assez particulier que la petite Liv Maria naît et débute sa vie. Et c'est un conte de fées.
Oui, mais arrivée quasiment à l'âge adulte, elle va être obligée de quitter son île. Et elle va devenir une femme avec une vie absolument incroyable, une héroïne portée par un feu intérieur que l'on va avoir de cesse de décrypter dans ce livre, portée par une langue poétique, forte, envoûtante. C'est un autre indispensable de cette rentrée 2020. Il y en a beaucoup et il y en a encore beaucoup d'autres. Merci à tous.